Madame, monsieur, bonsoir. Loin de la politique, de l'économie, de la religion, de la culture ou du sport, je vous invite ce soir à parler de la médecine à travers des pathologies dont certaines souffrent souvent sans en être conscients. Nous parlerons donc de la médecine du sommeil. Insomnie, hypersomnie, somnolence diurne excessive, parasomnie, apnée de sommeil, troubles moteurs du sommeil, troubles du rythme circadien, troubles du sommeil dans les maladies neurodégénératives et neuromusculaires. Je ne suis pas médecin, je m'y suis mis exceptionnellement pour cette émission. Voilà en un clic un panorama des grandes familles des pathologies du sommeil qu'on va évoquer dans un instant. Et je soupçonne certains d'entre vous d'en découvrir quelques-unes à l'instant. Je confesse modestement qu'en ce qui me concerne, c'est bien le cas. Notre interlocuteur est diplômé du Centre universitaire des sciences de la santé, le CUS de Yaoundé. 9e promotion sortie en 1984, médecin à l'hôpital d'Ezeka, médecin-chef du service départemental de la médecine préventive d'Union Ekele, médecin-chef de l'hôpital d'Esseux, médecin-chef de l'hôpital de Nkonsamba, médecin du port autonome de Douala, retraité en 2017, Il reprend ses études médicales en France à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie et au laboratoire de sommeil de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Il en sort en 2018 avec un diplôme interuniversitaire de sommeil et sa pathologie. Il fonde le laboratoire d'électrophysiologie de sommeil la même année. Docteur Jephté Mbangen Lobé est notre invité. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il est un peu plus de 21h40, 41. Oui. Vous n'avez pas envie de dormir à 7h, hein? Non, je ne dors pas à 7h. Et là, c'est plutôt naturel. C'est naturel. Rien de vous y... Non, normalement, on ne doit pas dormir à 7h. La porte de sommeil, c'est 23h. Je voudrais me rassurer que vous êtes bien éveillé et que vous n'êtes pas dans une somnolence, une insomnie qui ne dit pas son nom. Non, croyez-moi, je suis bien éveillé. Voilà qui est rassurant. Et je crois que moi aussi, je suis bien debout. Non, absolument. Pour vous me rassurer. Oui, tout à fait. alors, vous êtes médecin spécialiste des pathologies du sommeil. Exact. Dans l'architecture, je vais peut-être le dire comme ça, médicale, dans quelle catégorie classe-t-on les pathologies du sommeil? Alors, les pathologies du sommeil sont une spécialité à part. Ok. Oui. C'est une spécialité très écuménique qui prend dans la neurologie, qui prend dans la psychiatrie, qui prend dans la pneumologie, dans l'otorhinolaryngologie, la psychologie, et voilà, et même dans l'endocrinologie. Voilà, et on bâtit comme ça un corps de science, un corps de connaissances qui permettent de comprendre les pathologies du sommeil. Et le sommeil naturel et le sommeil pathologique. Alors, quand on est médecin, au départ, comment on fait pour y arriver à, je vais peut-être pas dire à être un expert, mais je veux dire à devenir médecin pour des pathologies de sommeil? Alors, on peut y accéder, on peut être spécialiste. Dans notre formation, par exemple, en France, il y avait beaucoup de pneumologues, des neurologues, des endocrinologues, les psychiatres, les pédiatres. Nous étions environ 300. On peut être spécialiste et puis après, on fait un DIU de médecine du sommeil. Comme on peut être généraliste et subir cette formation en médecine du sommeil. Donc, mais il faut être quand même docteur en médecine, au moins. Absolument. Il faut être docteur en médecine, au moins, pour être admis, n'est-ce pas, dans ce cursus de médecine du sommeil. Voilà. Donc, en France, c'est 1 an. En Belgique, c'est 2 ans. Voilà. Ça ne m'est pas long, mais c'est très difficile. Voilà. Alors, vous, pourquoi vous faites ce choix-là? Vous avez eu un cas qui vous a inspiré ou alors c'est par passion? Qu'est-ce qui vous pousse à choisir Voilà. C'est que quand je vais me marier, donc, je trouve que ma belle-mère est insomniaque. Ah, ok. Elle est très, très insomniaque et ça commence à me marquer. Et puis un jour,
J'étais donc déjà médecin, chef au port autonome de Douala. Je lis dans un journal comme ça qu'il y a un centre de sommeil à la Pitié-Salpêtrière, on parle de ça. Puis je dis, ça m'intéresse parce que ma belle-mère, elle est insomniaque. Donc je profite d'un voyage à Paris, je vais à la Pitié-Salpêtrière, je demande à voir la grande patronne, le professeur Arnulf, qui accepte de rencontrer un inconnu venant d'Afrique. Et puis je lui dis que je suis intéressé, je veux apprendre la médecine du sommeil. Nous sommes là en 2011. Ok. Et puis il me dit, ok, mais je ne peux pas venir tout de suite parce que je suis encore en responsabilité au port. Donc quand je vais prendre ma retraite, je viendrai. Quand je rentre au Cameroun, je lui écris une lettre, elle répond qu'ok, elle m'attend. Et donc quand je prends ma retraite donc, en janvier 2017, j'ai 60 ans, je relance donc le professeur Arnulf pour dire, bon, le temps est donc venu pour moi de venir me subir une formation. Et c'est comme ça qu'en septembre 2017, je prends le vol pour Paris pour faire la médecine du sommeil. Entre-temps, elle m'a accepté au laboratoire parce que l'une des grandes conditions qui rend la chose difficile, c'est qu'il faut qu'un laboratoire de sommeil vous accepte. Parce que la médecine du sommeil, c'est une médecine de laboratoire. Le laboratoire de l'électrophysiologie du sommeil. On n'étudie pas le sommeil comme ça. Il faut être dans un laboratoire. On vous apprend tous les arcanes de la médecine du sommeil. Et ça, c'est la condition difficile. Et puis après, vous avez des cours théoriques, mais l'essentiel des cours, c'est sur le net. Voilà. Et après, vous avez un examen d'État, enfin un examen interuniversitaire. Nous venions d'environ 30 universités françaises pour nous retrouver à Paris et subir les cours et subir les examens. Le taux d'échec est de l'ordre de 70% pour la première fois. Ok. Alors, donc, et moi, j'ai passé la première fois. Donc, j'étais à 30%. Voilà, donc j'étais dans les 30% qui ont réussi. Alors, ça permet de savoir. Au niveau mondial, au niveau africain, au Cameroun, combien environ y a-t-il de médecins? À ma connaissance, je suis seul. J'ai entendu parler d'un autre... Au Cameroun, hein? Au Cameroun. D'accord. Qui m'a dit qu'il a fait la médecine du sommeil. Je ne sais pas s'il a eu le diplôme, mais enfin, il n'exerce pas la médecine du sommeil. Mais pour l'instant, je suis seul. En Afrique? En Afrique centrale, tout au moins. Et en Afrique, vous avez une idée? En Afrique, je pense que j'ai vu, pendant que j'étais au laboratoire, une dame qui venait de Dakar, qui avait passé le diplôme un an avant de médecine du sommeil aussi à Paris et qui était rentrée à Dakar. Et maintenant, le CHU de Dakar voulait ouvrir donc un laboratoire de sommeil. Elle était donc revenue, se recycler et nous nous sommes retrouvés au laboratoire. Donc je pense qu'à Dakar, il doit y avoir un début de médecine de sommeil. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de pneumologues au Cameroun comme en Côte d'Ivoire qui font un peu dans les apnées de sommeil, mais qui ne sont pas véritablement des médecins de sommeil. Alors, quand vous passez le diplôme en 2017, c'est la quantième... 2018. 2018. Pardon. C'est la quantième promotion. Il y en a déjà... Il y a beaucoup. Ça se fait en France depuis. C'est ici qu'on n'est pas au courant de ça. Mais en France, c'est une médecine notoire. Il y a une centaine de centres de sommeil en France. Donc, ils forment les médecins de sommeil tous les ans. En termes de pourcentage, quelle peut être la part de la population qui est un peu affectée par cette... Au Cameroun? Commençons peut-être par le Cameroun. Bon, au Cameroun, il faut d'abord que la médecine du sommeil soit assise. Absolument. Pour qu'on commence à faire des études épidémiologiques. Bon, donc il n'y a pas de statistiques officielles. Il n'y a pas de statistiques, à ma connaissance. Mais ce que je sais, c'est qu'en France, environ 80% des Français ont une forme ou une autre d'insomnie. Oh là là. Donc les gens qui sont concernés par des pathologies du sommeil sont nombreux. Et vous direz qu'ils en sont souvent inconscients? Ici, chez nous, ils sont presque inconscients parce que les malades que je reçois, par exemple, pour les insomnies, viennent à des stades extrêmement avancés. Ils viennent quand ils ont 30 minutes de sommeil par nuit, 1 heure de temps de sommeil par jour. Ils sont à des niveaux de détresse très élevés. Je me souviens que j'ai eu une jeune dame qui venait en pleurant parce que tous les soirs, elle pleure parce que la nuit annonce la détresse, quoi. Elle est sûre qu'elle ne va pas dormir, qu'elle va la tourner en rond, donc elle pleure toutes les nuits. Et sur le plan des structures sanitaires, est-ce que notre plateau technique a un dispositif d'accueil laboratoire? Vous en parliez tout à l'heure. Est-ce qu'au Cameroun, on a quand même un cadre
en termes de plateaux qui permettent aux médecins comme vous de mieux exercer. Avant d'avoir le cadre, il faut d'abord avoir les hommes. Vous n'allez pas acheter des équipements qui ne vont pas servir à grand-chose. Donc en général, en médecine, il faut d'abord des hommes. Il faut d'abord des hommes qualifiés et puis les équipements viennent après. Donc comme on n'avait pas de médecin du sommeil, vous comprenez que ce n'est pas les équipements qu'on pouvait avoir. Bon, ceux qui font un peu dans les apnées de sommeil, ils ont ce qu'ils peuvent avoir. Mais un laboratoire de sommeil, c'est d'abord un médecin du sommeil. Donc moi, j'ai mis en place mon laboratoire de sommeil. Je suis à la clinique de l'aéroport, c'est là que j'ai fondé le laboratoire et c'est là que je fais des enregistrements électrophysiologiques du sommeil. Et vous dites que jusqu'à présent, en dehors du médecin que vous êtes devenu, c'était plutôt d'autres spécialisations qui faisaient... Il y avait des médecins, il y en a toujours, qui font un peu les pneumologues, qui font un peu dans les apnées de sommeil. Okay. Mais les apnées de sommeil, c'est une famille de pathologies dans 6 ou 7 grandes familles de pathologies en médecine du sommeil. Donc c'est quelque chose, c'est déjà quelque chose, mais il y a encore beaucoup d'autres pathologies qui sont gérées dans la médecine du sommeil qui n'étaient pas prises en compte par ceux qui faisaient les apnées de sommeil. Y a-t-il des zones dans le monde ou des pays qui sont plus exposés, ou du moins dont les patients sont plus exposés à ces pathologies-là que d'autres? À vrai dire, à partir du moment où en Afrique, par exemple, il n'y a pas vraiment de structure de sommeil. Je me souviens longtemps, je vais faire un tour au Ghana, j'ai vu quelque part Sleep Center, peut-être que le Ghana avait déjà ça depuis longtemps, mais en Afrique noire francophone, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Donc, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus exposées? J'imagine que l'Afrique peut être très exposée parce que les conditions de vie étant difficiles, le stress étant très élevé en Afrique, je pense que les Africains peuvent avoir beaucoup de problèmes de sommeil. Et la température ambiante, chaude, n'est pas aussi favorable à l'endormissement. Tout cela mis ensemble peut donner lieu à pas mal de soucis du point de vue du sommeil. Ces maladies sont-elles héréditaires ou alors y a-t-il des organismes plus prédisposés à avoir ces pathologies que d'autres? Oui, beaucoup de ces maladies sont à la fois environnementales et génétiques. Par exemple, on peut avoir des familles d'insomniaques. Par exemple, dans ma belle famille, ma belle-mère est insomniaque, ses sœurs aussi sont plus ou moins insomniaques. Il y a des familles d'insomniaques. Il y a des familles de somnambules. Vous comprenez? Il y a même une maladie qu'on appelle l'insomnie fatale familiale, qui finit toujours par la mort. Parce que le type ne dort pas pendant longtemps, donc pas au sens absolu, il finit par la mort. Et c'est familial, donc c'est génétique. Voilà, donc ces maladies ont souvent un côté génétique et puis un côté environnemental. Elles ne sont pas contagieuses? Ah non, elles ne sont pas contagieuses. Aucune d'entre elles. Voilà qui est rassurant. Alors, normalement, combien d'heures de sommeil un organisme doit-il avoir en 24 heures dans une journée? Je veux dire, pour être rationnel dans son fonctionnement, pour être, j'ai failli dire, équilibré, pour fonctionner dans son temps maximum? C'est une excellente question. Alors, le temps de sommeil normal va de 6 heures à 11 heures. Si on dort moins de 6 heures, on est insomniaque. Ah bon? Et si on dort plus de 11 heures, on est hypersomniaque. Je confesse que je dors difficilement plus de 5 heures. Hein. Voilà. Bon, maintenant, il y a des gens qui dorment moins de 6 heures, mais qui sont équilibrés. D'accord. Qui ne souffrent de rien, qui n'ont pas des troubles cognitifs. C'est-à-dire, dans la journée, ils n'ont pas une somnolence. Mais je peux vous rassurer, mon sommeil, il est excellent. Voilà, il dort moins de 6 heures, voilà. Le sommeil est reposant, il n'a pas de signes, ce que nous appelons les signes cognitifs dans la journée, c'est-à-dire, par exemple, une somnolence diurne, il n'a pas de trouble à la concentration, de trouble à la vigilance, de l'attention, il n'a pas de faillite de mémoire, et donc il est équilibré. Mais quand on dit 6 à 11, on voit le grand nombre. On voit le grand nombre. Donc, le temps normal de sommeil, ça va de 6 à 11. Maintenant, on peut avoir un peu moins de 6, mais être normal parce qu'on n'a pas les conséquences. D'accord. On est équilibré. Mais en général, quand on dort moins de 6 heures, ça se répercute dans la journée. On devient somnolent, on devient... on a des pertes de mémoire, on commence à oublier les noms des gens, les noms des choses, on entre dans la chambre, on ne sait pas trop pourquoi on est là, on a oublié, etc. On devient déficitaire de ce côté-là. On a une perte de capacité de concentration, etc.
en général. Donc la norme, c'est ça, 6 à 11 heures. Là-dedans, il y a 3 catégories de dormeurs. Il y a les petits dormeurs, 6, 7. Il y a les moyens, 7, 8, 9. Et puis il y a les gros dormeurs, qui ne sont pas malades, ils sont gros dormeurs. C'est-à-dire 10, 11. Mais au-delà, on devient hypersomniaque. Et vous dites que c'est un impact à la journée de boulot. Comment? Vous dites que c'est un impact forcément. Si on est... Si les canons ne sont pas respectés, si les horaires de sommeil. Oui, bien sûr, si vous avez moins de 6 heures, ça peut vous affecter. Si vous avez plus de 11 heures, ça devient également un souci. Parce qu'il y a vous devenez hypersomniaque et là, c'est une maladie. Il faut soigner. Et par rapport à cela, y a-t-il également peut-être un régime alimentaire pour avoir un sommeil reposant, pour avoir un sommeil qui réponde au créneau que vous venez de décrire, d'indiquer? Non, bon. C'est juste une discipline de sommeil. Hein. Oui, c'est les normes physiologiques. Hein, c'est comme quand on dit qu'une tension artérielle, c'est 14. Hein, c'est entre 10 et 14. Bon, c'est les normes mondiales. Ce que je vous donne, c'est les normes mondiales. Maintenant, chaque région a son alimentation. Mais on sait aussi que pour avoir un bon sommeil, il ne faut pas trop manger le soir. Il ne faut pas manger trop gras non plus. Et ce sommeil n'a pas d'indication temporelle précise. Je veux dire qu'on peut avoir ces 5 heures de sommeil en journée, comme on peut les avoir de nuit. Alors, quand on dit 6 heures, c'est sommeil de jour et de nuit. D'accord. En fait, c'est dans 24 heures. Dans 24 heures. Il faut avoir minimum 6 heures de sommeil de jour et de nuit. Voilà. Quand on dit 11 heures, c'est pareil. Hein. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, parlons un peu des grandes pathologies du sommeil. Oui. Combien y a-t-il environ? 6 ou 7. Les grandes familles. D'accord. Les grandes familles. Donc, il y a les hypersomnies. Enfin, d'abord les insomnies, les hypersomnies, les parasomnies, les apnées de sommeil, les hypomnies de sommeil, les troubles moteurs, les troubles du rythme circadien, et puis maintenant, et puis aussi les épilepsies nocturnes. Ah oui, parce qu'il y a des épilepsies qu'on ne fait que dans la nuit. On appelle ça les épilepsies morphéiques, ce n'est que la nuit. Voilà, parce que ce sont les éléments nobles du sommeil qui se transforment en activité épileptique. Donc on ne fait ça que la nuit. Ça aussi, ça participe de la médecine du sommeil. C'est aussi une grande famille de pathologies. Et puis maintenant, il y a donc toutes ces maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les démences de Lévy, tout ça, toutes ces maladies neurodégénératives qui ont aussi des troubles du sommeil associés. Voilà. Et donc ça aussi, ça fait partie de beaucoup d'études, n'est-ce pas, en médecine du sommeil. Alors allons-y pas à pas, on va décrypter précisément à quoi renvoient ces maladies en termes de symptômes, oui, d'impact, peut-être de traitement aussi. Oui. Commençons par les insomnies. D'abord, c'est quoi une insomnie? Je veux dire sur le plan de la médecine. Alors une insomnie, c'est une plainte subjective. Une plainte? C'est une plainte. D'accord. C'est une plainte. Parce que parfois, le malade dit qu'il ne dort pas alors qu'il dort. Bon, donc, c'est une plainte subjective qui porte sur soit la quantité, soit la qualité du sommeil. Voilà. On est insomniaque lorsque, sur le plan de la quantité, on a moins de 6 heures de sommeil par jour. Sommeil de jour et de nuit associés, ok? Voilà. Donc, en ce moment, on est insomniaque. Mais on peut aussi être insomniaque alors qu'on a plus de 6 heures de sommeil. En ce moment, on fait une forme particulière d'insomnie qu'on appelle insomnie de sommeil non réparateur. C'est-à-dire la personne, elle dort le temps qu'il faut, mais quand elle se lève le matin, elle a le sentiment qu'elle n'a pas suffisamment dormi. Elle n'est pas suffisamment reposée, suffisamment restaurée. Son sommeil n'est pas réparateur. C'est une forme d'insomnie, ok, que nous gérons en médecine du sommeil. Alors, les insomnies, il y en a qui sont dites psychophysiologiques, qui partent d'un événement douloureux de la vie. Vous avez, parmi mes malades, par exemple, vous avez des malades une personne de 84 ans qui vient vous dire, depuis le temps que ma femme est morte, je ne dors plus. Elle a perdu le sommeil avec la mort de sa femme. Il y a une femme qui va perdre le sommeil parce qu'elle est divorcée. À partir du divorce, elle ne se retrouve plus. Il y a une autre qui va perdre le sommeil après un viol.
Il y a un autre qui va perdre son sommeil après un accident mortel. Il a fait un accident, les gens sont morts, il a eu la vue sauve, et puis ces images lui reviennent, le hantent et le rend insomniaque. D'autres, c'est la perte d'un emploi ou un revers en affaires. Je connais quelqu'un, par exemple, bien avant que j'aille faire les études de médecine du sommeil, qui avait perdu le sommeil parce qu'il construisait sa maison et il avait le sentiment qu'il avait loupé la dalle. Et ça l'a rendu insomniaque, terriblement insomniaque. Voilà, donc très souvent, cette insomnie psychophysiologique entraîne donc, ces événements douloureux vont entraîner donc une insomnie. Parfois aussi, ça peut être un conflit interne, un conflit psychologique. Par exemple, une femme qui est dans un ménage difficile, avec des enfants, peut devenir insomniaque parce que c'est un ménage difficile, le mari est pénible, difficile, mais elle ne sait pas s'il faut rester ou s'il faut partir. Rester difficile, partir difficile. Elle a un conflit intérieur et ce conflit peut la rendre insomniaque. Ok? Donc il y a comme ça, et sans oublier la perte d'un être cher. Un enfant unique, etc. Ça rend tellement insomniaque. Alors donc ça, c'est les insomnies psychophysiologiques. Elles ont ceci de particulier que la personne, lorsqu'elle est dans son lit, aux heures de sommeil, perd complètement le sommeil. Elle a un hyper-réveil. Mais quand elle est hors de son lit, hors des heures de sommeil, et ne pensant pas au sommeil, elle s'endort facilement. Lorsqu'elle est hors de chez elle, on va par exemple chez un ami, il n'est pas chez elle, il dort facilement. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un côté psychologique là-dedans. Voilà. Ça, c'est toute une branche d'insomnie. Maintenant, il y a les insomnies qui sont dites idiopathiques. On ne sait pas du tout, il n'y a aucun événement douloureux. C'est un enfant qui commence à être insomniaque très jeune et qui grandit avec son insomnie. On dit qu'elle est idiopathique. Maintenant, il y a une autre qu'on appelle l'insomnie paradoxale. C'est-à-dire le malade dit qu'il ne dort pas. Son épouse, enfin si c'est un mari, l'épouse dit qu'elle dort. Il ronfle même. Mais lui jure par tous les dieux qu'il ne dort pas. Quand on le prend au laboratoire, on fait l'enregistrement, on trouve qu'il dort. Mais lui dit qu'il ne dort pas. Ce sont des états dissociés. Il dort en fait d'une partie de son cerveau et l'autre partie ne dort pas. Lui voit la partie qui ne dort pas et les autres voient la partie qui dort. Voilà, c'est une insomnie paradoxale. Puis maintenant, il y a des insomnies qui sont liées à l'hygiène du sommeil. Au Cameroun, par exemple, je constate que nous n'avons pas une bonne hygiène du sommeil. Les gens ne savent pas comment dormir. Chose simple, par exemple. Quand vous sortez le soir à 17h, 18h, vous voyez les Camerounais qui sont dans les buvettes, qui boivent. Ils peuvent facilement devenir insomniaques. Parce que quand vous buvez beaucoup comme ça, en fin de journée, vous avez tendance à vous lever plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes. Et ça peut détruire votre sommeil. Ça peut détruire votre sommeil. Sans compter nos braves femmes qui doivent se lever très tôt le matin pour aller acheter la marchandise, pour revenir vendre. Elles vont détruire leur sommeil, la partie finale du sommeil. Elles vont avoir une forme d'insomnie dite de réveil précoce. Maintenant, il y a des insomnies qui sont liées aux médicaments. Les médicaments, par exemple, les médicaments qu'on va utiliser pour combattre l'hypersomnie vont créer des insomnies. Les corticoïdes aussi, l'aspirine, l'ibuprofène, etc. Et puis même les antihypertenseurs centraux. Bon, donc il y a des médicaments. Alors maintenant, comment elle va se manifester cette insomnie? Avant peut-être d'y arriver, dans les symptômes, y a-t-il une tranche d'âge ou alors un volume de travail, une catégorie professionnelle qui sont plus exposés à ces phénomènes? Absolument. Ok. Ce sont ceux qui travaillent la nuit. Ceux qui font ce que nous appelons en médecine sommeil le travail posté. Travail la nuit. Tous ces gens qui travaillent dans des industries, parce que vous savez, les industries, elles n'arrêtent pas, elles tournent 24 heures sur 24, les gens se relaient, et il y en a qui travaillent la nuit. Alors l'être humain est fait pour dormir la nuit, pas pour travailler la nuit. Alors à force de travailler la nuit, si on travaille plus de 3 fois par semaine, ça devient pathogène. Comprenez? Parce que ça dérègle l'horloge interne. Nous avons une horloge interne qui règle le sommeil. C'est pour cela que même l'aveugle dort aux heures où tout le monde dort. Comprenez? Parce qu'il a une horloge interne qui dit que maintenant, il faut dormir. Alors, lorsque vous ne dormez donc pas de façon répétitive, aux heures où il faut dormir,
vous déréglez l'horloge interne. Alors ces gens finissent toujours par, d'un côté, les insomnies, et puis les tendances à la somnolence d'une excessive. Bon, donc, voilà la question de savoir, est-ce qu'il y a des métiers qui exposent? Oui. Absolument. Tous les métiers qui font travailler la nuit. Ça peut être donc ceux qui travaillent dans les industries, ceux qui travaillent dans les avions, hein, les navigants, ceux qui travaillent qui sont les aiguilleurs du ciel, qui sont là pour guider les avions, et même les infirmiers, les médecins qui travaillent la nuit. Tout ça, ça peut aboutir à des formes plus ou moins graves d'insomnie. Maintenant, on ne peut pas empêcher les usines de tourner. Donc il faut simplement que les médecins du travail sachent qu'il ne faut pas passer plus de 3 nuits par semaine, n'est-ce pas, à travailler. Et en termes de tranche d'âge? Alors, les tranches d'âge, plus on est âgé, plus on sera sensible, par exemple, au travail posté. Les jeunes vont supporter mieux le travail posté que les gens âgés. Les gens de plus de 50 ans, 60 ans, eux, ils vont supporter un peu moins le travail posté. Le travail posté va leur créer plus de difficultés. Plus vous êtes âgé, plus le travail posté va vous créer des difficultés à l'endormissement. Venons-en aux symptômes. Alors, les symptômes, il y a 4 formes. Donc, je vous ai dit, c'est soit les difficultés d'endormissement, c'est-à-dire la personne va au lit et puis elle ne trouve pas le sommeil. Normalement, quand vous allez au lit, après 30 minutes, vous devez être en train de dormir. Si au-delà de 30 minutes, vous ne trouvez pas le sommeil, il y a là une insomnie. Nous appelons ça une insomnie d'initiation. Vous avez du mal à initier le sommeil. Maintenant, vous pouvez initier ce sommeil, mais dans la nuit, au milieu de la nuit, vous le perdez. Vous vous réveillez. Et puis vous retournez sur votre lit pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et puis au petit matin, le sommeil revient. Vous avez donc ce qu'on appelle une insomnie intra-nuit, une veille intra-nuit. C'est une difficulté à maintenir le sommeil. C'est une autre forme d'insomnie. Et puis vous avez une 3e forme qui est le réveil précoce. C'est-à-dire vous dormez, vous vous endormez bien, vous gardez bien votre sommeil, mais il finit vite. À 4 heures du matin, vous êtes debout. Normalement, on doit arrêter son sommeil à 6 heures du matin. Si vous l'arrêtez plus tôt, il y a là une forme d'insomnie, de réveil précoce. Et puis maintenant, la 4e forme dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'insomnie de sommeil non réparateur. C'est-à-dire qu'il dort bien, mais le matin, on a l'impression qu'il n'a pas suffisamment dormi, il se réveille avec une fatigue, il se réveille avec des maux de tête, n'est-ce pas? Et pendant la nuit même, il perd la sueur, etc. Voilà, ce sont là une autre forme d'insomnie qu'on appelle l'insomnie de sommeil non réparateur. Voilà les 4 manifestations de l'insomnie. Et dans ce cas-là, comment on répare? Quel est le traitement? Le traitement va varier selon les insomnies. On ne soigne pas un insomniaque de réveil précoce comme on soigne un insomniaque d'initiation. Il y a des médicaments qui sont adaptés à chaque type d'insomnie. Maintenant, les insomnies ont aussi ceci que elles ont des comorbidités. C'est-à-dire que quand on a été insomniaque longtemps, on développe une anxiété et éventuellement une dépression. Donc quand on soigne une insomnie, il faut toujours voir si elle n'a pas déjà causé une anxiété et une dépression. Alors ça va dans les 2 sens. Parfois c'est l'anxiété et la dépression qui créent l'insomnie. Parfois c'est l'insomnie qui crée l'anxiété et la dépression. En tout cas, ces choses vont ensemble. Donc quand vous allez soigner une insomnie, il faut voir s'il y a un syndrome anxio-dépressif qui est en comorbidité. Et il faut le soigner. Sinon, vous ne réussissez pas à soigner l'insomnie. Et ça se mesure en médecine du sommeil. L'anxiété se mesure, la dépression se mesure. Et après ça, on voit que il faut soigner ces 2 choses-là. Sinon, vous n'arrivez pas à faire dormir le malade. Et le traitement peut durer combien de temps? Alors, le traitement, l'idée c'est que les doses doivent être les plus effilées, c'est-à-dire les plus petites, et la période la plus courte, pour amener la personne à retrouver son sommeil et à baisser les doses et à laisser le sommeil naturel reprendre ses droits. Ok? C'est ça l'idéal. Maintenant, chaque malade va avoir sa trajectoire. Certains pourront retrouver facilement leur sommeil naturel, d'autres pourront prendre plus de temps, d'autres même ne pourront jamais retrouver leur sommeil naturel. Ils dépendront des médicaments. Ouais. Voilà. Ils dépendront indéfiniment. Moi, je leur dis souvent, écoutez, les hypertendus, ils prennent les médicaments toute la vie. Bon, s'ils
s'avère que pour que vous trouviez du sommeil, il faille prendre des médicaments tous les soirs, faites-le. Parce que les autres prennent les médicaments pour autre chose. Évidemment, comme tout produit pharmaceutique, il faut respecter la prescription médicale dans ce cas-là. Oui, tout à fait, il faut respecter. Et puis maintenant, il faut voir si le malade supporte. Parce qu'il y a des effets, ce sont des psychotropes qui ont beaucoup d'effets secondaires. Il faut voir, chaque malade va avoir le médicament qu'il supporte. Vous donnez un médicament à un malade, il supporte très bien, un autre ne supporte pas du tout. Quels peuvent être les effets secondaires? Les effets secondaires, c'est l'endormissement diurne. C'est-à-dire que vous voulez qu'il dorme la nuit, pas le jour. Okay. Mais souvent, les effets l'amènent à dormir le jour. Donc, il faut réajuster les doses pour qu'il dorme plutôt la nuit, pas le jour, qu'il ne soit pas somnolent. La fatigue, c'est l'un des grands effets secondaires, c'est que ce malade il devient fatigué. D'autres s'en sortent avec des maux de tête. D'autres s'en sortent avec des troubles de l'humeur, etc. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires qui peuvent être subséquents à l'utilisation de ces psychotropes. Alors, pour revenir sur une question précédente concernant les statistiques, vous, depuis que vous exercez, que vous consultez, est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de patients? Alors, je suis... ma pratique est très très récente, pour dire le vrai. J'ai commencé à prendre les premiers malades peut-être autour de décembre, donc j'ai peut-être 1 ou 2 mois de pratique. Maintenant, tout ce que j'ai déjà reçu, je pense que 90% c'est les insomnies. C'est les insomnies. J'ai un cas de somnambulisme, je crois 1 ou 2 cas d'hypersomnie, et puis aussi un autre cas d'hallucination avec paralysie de sommeil. Mais la grosse part, c'est les insomnies. Dû à des inquiétudes surtout? Voilà, à des événements douloureux. Donc le stress. Pour la plupart. Oui, les événements douloureux. Okay. Ce vieil homme qui vous dit « je ne dors pas depuis le temps que ma femme est décédée, je ne trouve plus de sommeil ». Un autre va vous dire qu'il a perdu son emploi. Un autre va vous dire « on m'a fait travailler pendant 25 ans sans congé. J'ai perdu 12 personnes en un rien de temps. Ma mère est morte. Je n'ai pas pu voir le corps parce que moi-même j'étais malade et opéré. Et ça a été un choc. C'est à partir de là que je n'arrive plus à travailler. Bon, donc le stress professionnel, la perte des êtres chers, les difficultés conjugales, les accidents mortels. Et tout ça, dans ce que j'ai vu, pour le peu que j'ai pratiqué, eh bien, c'est l'insomnie psychophysiologique l'emporte. Alors, sauf à... Si à ajouter quelque chose sur les insomnies, on parlera des hyperinsomnies. Voilà, des hypersomnies. Des hypersomnies, oui. D'accord. Alors les hypersomnies, on appelle les hypersomnies centrales. C'est là-dedans que vous avez les narcolepsies. Vous avez entendu parler des narcolepsies. On m'en dirait certainement. Voilà, Le narcoleptique, c'est celui qui s'endort trop facilement. Vous êtes en train de parler, à manger à table, il s'endort. Il entre dans un taxi, le temps d'arriver à destination, le taximan l'appelle, mais monsieur, il dort. Il est au bureau, il dort. C'est vrai que vous l'entendre dire dans les mentalités locales, on a bien eu envie de rire. Pourtant, c'est une maladie. C'est une pathologie. Voilà. On le taxe d'un homme désordonné qui passe la nuit dans les hôtels ou dans les boîtes de nuit. Alors qu'en réalité, le pauvre est malade. Ouais. Alors, j'ai eu un enfant, un jeune homme comme ça, qui est justement hypersomniaque. Je pense qu'il doit être narcoleptique. Et son problème, c'est que la famille ne comprenait pas. Tout le monde dans la famille était contre lui. Pourquoi il dort? Il doit travailler, il doit aller là, lui passe son temps à dormir. Donc il était vraiment incompris de toute sa famille. C'est pour ça que j'ai une mission divine de sensibiliser la société camerounaise à ces pathologies. Pour qu'on comprenne ces malades-là, parce qu'on ne les comprend pas. Le patron trouve qu'il est paresseux, qu'il ne sert à rien. Les assureurs disent qu'ils n'assurent pas ça, parce que ça ne donne pas la mort. Ils n'assurent que les maladies qui donnent la mort. Bref, il y a beaucoup d'incompréhension. Donc il faut que ça évolue. Qu'est-ce qu'on disait là encore? On parlait de l'hypersomnie. Alors, l'hypersomnie, c'est donc celui qui dort plus facilement. Plus de 11 heures de temps. Alors, dans cette famille des hypersomnies centrales, on trouve les narcoleptiques. Alors, le narcoleptique, lui, dort très facilement. Il dort à tout moment. Voilà. Il a donc une somnolence diurne excessive. Il passe la journée à dormir. Mais il a un signe particulier, c'est que il fait ce que nous appelons les attaques de sommeil ou les accès de sommeil incoercibles. C'est-à-dire qu'il a dans la journée et aux heures de travail un sommeil profond qui le prend.
et qui s'impose à lui. On dit que c'est un accès incoercible. Il ne peut pas y échapper. Il va dormir avec des rêves. Comprenez? C'est ça les accès. Ça qui caractérise ces hypersomnies centrales. Alors dans le cas des narcoleptiques, c'est la propension à s'endormir trop vite. Et dans le cas des hypersomnies idiopathiques, c'est la difficulté à se réveiller. Ce sont des maladies qui se ressemblent, qui se soignent d'ailleurs de la même manière, mais qui s'expriment un peu différemment. Le narcoleptique s'endort trop vite. L'hypersomniaque idiopathique s'endort peut-être aussi un peu vite, mais il a surtout la caractéristique qu'il a du mal à se réveiller. Donc il a ce qu'on appelle l'ivresse de sommeil. Quand il dort le matin, il faut le secouer, il faut lui verser le lot dessus. Parfois, les mamans peuvent jeter leurs enfants par terre pour que l'enfant se réveille. Parce qu'ils ont un mal fou à se réveiller. Voilà. Maintenant, dans les narcolepsies, il y a des narcolepsies avec cataplexie, sans cataplexie, avec temps de sommeil normal ou avec qui sont hypersomniaques. Et dans les hypersomnies centrales également, il y a qui ont un temps de sommeil de nuit rallongé et d'autres un temps de sommeil de nuit non rallongé. Bref, ça ce sont des nuances. Mais c'est une grande famille de malades qui se caractérisent par la tendance à dormir le jour et à dormir profondément. Et là également, quelles sont les causes? Alors la narcolepsie, par exemple, est une maladie auto-immune. Ça, c'est une découverte. Auto-immune, ça veut dire que le corps développe des anticorps qui vont détruire les neurones à hypocrétine. L'hypocrétine, c'est un neurotransmetteur de l'éveil. Alors ces neurones-là, par exemple, lorsqu'on fait un vaccin qu'on appelle un vaccin de la grippe, je crois, qu'on appelle le vaccin N1H1, qui est un vaccin de la grippe, quand on fait ça, le malade développe des anticorps, et ces anticorps vont, pour des raisons inconnues, s'attaquer à ces neurones. Et ils détruisent donc ces neurones à hypocrétine, et du coup, vous n'avez plus d'hypocrétine, et c'est l'hypocrétine est l'un des neurotransmetteurs de l'éveil, et du coup, quand vous n'avez plus le neurotransmetteur de l'éveil, vous avez tendance à dormir. Et à dormir en sommeil paradoxal, c'est-à-dire en sommeil profond, sommeil des rêves connus. Voilà, donc ça peut être donc une maladie auto-immune pour la narcolepsie. Maintenant, pour les hypersomnies idiopathiques, on ne connaît pas tellement les causes. En médecine du sommeil, on ne connaît pas tellement les causes. On sait soigner, on sait décrire, mais parfois on ne connaît pas les causes. Puis maintenant, il y a des hypersomnies secondaires. C'est-à-dire que c'est d'autres maladies. Par exemple, la maladie du sommeil du docteur Jamou faisait une narcolepsie secondaire. C'est pour ça qu'on a appelé la maladie du sommeil. Parce que le malade, à sa phase ultime, c'est-à-dire la phase hématocéphalique, développait une narcolepsie secondaire. Et donc, il y a aussi des narcolepsies secondaires. Alors, à partir de là, quel est le traitement pour cette autre... Alors, pour ceux qui dorment trop, le traitement, c'est des psychostimulants. Des psychostimulants. C'est comme ça qu'on les appelle. Maintenant, il y a des psychostimulants, il y en a de plusieurs sortes. Il y a le modafinil, le méthylphénidate, il y a l'oxybate de sodium, il y a la dextroamphétamine, etc. Il y en a beaucoup. Il y a même le pitolisant, il y a beaucoup de médicaments qu'on ne trouve difficilement chez nous, malheureusement. Malheureusement, c'est pour ça que je suis en liaison avec des pharmaciens pour essayer de faire venir. Je pense aussi qu'il faut une démarche auprès du ministère pour qu'on autorise ces médicaments à entrer maintenant qu'on a la médecine du sommeil. Parce que c'est des médicaments que les gens utilisent pour se droguer ou les sportifs utilisent pour avoir des performances. Donc c'est des médicaments qui sont très contrôlés, très contingentés. Donc on ne les acquiert pas facilement. Mais donc il faut, je pense, une nouvelle législation qui permette à ces médicaments d'entrer pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Donc de façon générale, notre législation n'est pas adaptée à la médecine du sommeil dans son ensemble. Oui, je pense qu'elle est un peu frileuse pour les médicaments comme les psychostimulants. D'accord. Je pense qu'il faut évoluer dans ce domaine-là, du point de vue de la législation, mais je pense aussi qu'il faut évoluer beaucoup chez les assureurs. Alors, que ce soit pour l'insomnie ou l'hypersomnie, quel peut être le coût du traitement? Le coût du traitement? Ouais. Alors, le coût du traitement... Pas en termes de consultation, je veux dire en termes de traitement des comprimés et tout le reste. Voilà, les médicaments, je ne sais pas trop combien coûtent les médicaments. Mais ça peut être... Ça peut être cher. Hein. Dernièrement, j'ai prescrit du Modiodal.
et qui est un médicament justement pour ceux qui dorment beaucoup, pour les narcoleptiques, etc. On m'a parlé de 53 000 francs la boîte, je ne m'attendais pas à ce coût-là. J'ai dû changer pour prendre la Ritaline, qui probablement peut coûter moins cher. Et il n'y a pas de générique sur le marché? Je pense qu'on peut trouver des génériques. C'est parce que très souvent, c'est des médicaments qui sont anciens et donc qui sont génériqués pour la plupart d'entre eux. Alors, parlons de la somnolence diurne excessive. À quoi est-ce que cela renvoie-t-il? Ça renvoie donc toujours à la personne qui somnole dans la journée, qui lutte contre le sommeil. Ce n'est pas forcément les accès incoercibles de sommeil. Parce que dans l'accès incoercible de sommeil, on ne lutte pas contre le sommeil, on dort. Mais la somnolence, c'est le type qui est entre le sommeil et l'éveil, qui somnole, qui lutte contre, on dit qu'il pique du nez. Voilà. Parfois, cette somnolence diurne excessive n'est pas une maladie en soi. Il y a une maladie qui cause la somnolence diurne excessive. La plus notoire, c'est l'insomnie. La personne qui dort mal la nuit, qui dort pas assez la nuit, va avoir tendance à dormir le jour. Voilà. Elle ne dort pas le jour parce qu'elle est malade du sommeil de jour. Mais elle est malade du sommeil de nuit. Voilà. Mais ça s'exprime en journée. Voilà. Celui qui respire mal la nuit, les gens qui font des apnées de sommeil, on va en parler probablement, ils respirent mal et donc ils ne dorment pas vraiment bien. Hein? Ils sont en privation de sommeil. Et quand ils respirent mal comme ça pendant des années, ils accumulent donc cette privation de sommeil, ils accumulent cette dette de sommeil en quelque sorte. Ils arrivent à des somnolences diurnes excessives, qui peuvent s'apparenter à des hypersomnies centrales. C'est-à-dire vous pouvez facilement penser qu'il est narcoleptique ou hypersomniaque alors qu'il n'en est rien. En fait, son problème, c'est qu'il ne respire pas bien la nuit depuis des années. Et qu'il faut simplement l'amener à mieux respirer la nuit et les choses vont se corriger. Vous comprenez? Voilà. Donc, parfois, on est somnolent le jour parce qu'on fait des mouvements anormaux dans la nuit. Voilà. Ou alors parce qu'on fait des parasomnies. Justement, on en a la parasomnie. La parasomnie. De quoi s'agit-il? Alors, la parasomnie, c'est une pathologie très spectaculaire. Voilà un monsieur qui vient me voir, il me dit, mais il y a 15 ans, je dormais la nuit et puis je me suis retrouvé dans la chambre de ma belle-sœur. Alors ma femme a pris ça de la manière la plus scandaleuse. Et puis, il y a quelques semaines, je me suis retrouvé dans le lit de mes enfants, nu. Donc vous voyez une femme qui se lève, qui trouve son mari nu, dans la moustiquaire, dans le lit des enfants. Vous comprenez? C'est ça le somnambulisme. Donc, l'épouse est dans tous ses états, parce qu'il pense que son mari a adhéré peut-être à des sectes secrètes, à des sociétés secrètes, et qu'il fait des choses bizarres. Donc, j'ai fait venir cette femme-là, et je lui ai fait lire un livre qui montre que voilà. Là, il dort simplement avec les enfants. Mais si on vous disait qu'il peut aussi sortir et commettre un crime. Parce que dans le livre, on dit qu'il peut sortir de chez lui et aller commettre un crime. Il peut sortir, prendre sa voiture, conduire dans la rue, alors qu'il dort. Faire des accidents. Ok? C'est ça le somnambulisme. Alors la parasomnie, c'est un comportement anormal pendant le sommeil. Le plus notoire de ces parasomnies, c'est le somnambulisme. Et dans le somnambulisme, il y a plusieurs types de somnambulisme. Il y a le somnambulisme, ce que nous appelons le sleep driving, c'est-à-dire la personne, elle se lève, elle s'habille, elle ouvre, elle descend les escaliers, elle prend sa voiture, elle fait des accidents, elle peut commettre un crime. C'est le somnambulisme, le sleep driving, ou le somnambulisme à risque. Il y en a d'autres qui se lèvent, qui vont à la cuisine, qui allument le feu, qui prennent des couteaux, qui coupent des choses. Ils font la cuisine. Ils font la cuisine, ils font avec des couteaux, des objets dangereux. C'est le somnambulisme à risque. Et puis maintenant, il y a le somnambulisme alimentaire. Il n'est pas à risque. Il se lève, il va à la cuisine, il mange, mais il ne mange pas ce qu'il a coutume de manger le jour. Il mange des bizarreries. Il peut manger des condiments crus, il peut manger du savon, il peut manger n'importe quoi. Peut-être même les ordures qui sont dans la poubelle. Il mange des choses qui sont absolument bizarres. Voilà, c'est le somnambulisme alimentaire. Maintenant, il y a le somnambulisme sexuel. Il peut initier un rapport sexuel alors qu'il dort. Et la femme sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas passer, le mari ronfle pendant le rapport sexuel. C'est une sexsomnie, c'est un somnambulisme sexuel.
Et j'ai trouvé ça sur ce malade parce que il quitte son lit et il se retrouve dans le lit de la belle-sœur. Et bien là, on sait que c'est bizarre parce qu'il prend les chaussures, il prend les souliers de sa femme pour aller là-bas et tout, il revient, il prend les souliers de la belle-sœur, ramène dans sa chambre. Vous comprenez? Et c'est quand la femme voit les souliers de sa sœur dans sa chambre. Elle se pose des questions. Et pourtant, elle était bien là. Elle était bien. Donc c'est un somnambulisme, c'est une sexsomnie, c'est-à-dire qu'il a des envies sexuelles pendant le sommeil. Pendant le sommeil. Donc c'est un peu ça. Alors les manifestations parasomniaques, enfin dans le somnambulisme, sont très très divers et très variées. Parfois c'est l'enfant qui sort de la maison et qui va dans le foie dans les pays européens et qui meurt dans le foie. Parce que même le foie ne le réveille pas. Il meurt dans le foie. Ça veut dire que ce somnambulisme altère complètement la sensibilité au stimulus extérieur. Donc c'est des maladies qui peuvent être très 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 fatales, le somnambulisme. Alors, à part le somnambulisme, il y a maintenant les terreurs nocturnes. C'est l'enfant, c'est souvent la maladie de l'enfant. Il se lève, l'enfant se réveille, souvent il se met à crier, à pleurer. Il ne faut surtout pas le consoler. Plus vous le consolez, plus il crie. Jusqu'à ce qu'il se fatigue et qu'il se rendort. Et le lendemain, il n'en a pas du tout le souvenir. Voilà, ça c'est une autre forme de sommeil. Et là, on peut penser qu'il fait des cauchemars. Voilà, on peut penser qu'il fait des cauchemars, qu'il est hanté. Qu'il a des visions nocturnes. Il a des visions nocturnes, les gens qui le hantent. Alors que ce sont des maladies. C'est des terreurs nocturnes. Ça se passe en sommeil lent profond. Et puis maintenant, et chaque sommeil a ses maladies. Parce que le sommeil, il y en a 4 ou 5. Hein? Il y a le sommeil stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4, et puis le sommeil paradoxal. Et chaque stade a ses parasomnies. Vous comprenez? Bon, maintenant, les éveils confusionnels, c'est toujours le parasomnie, le sommeil lent profond, stade 3 et 4. C'est-à-dire, le malade, il est couché là, et puis il se réveille, il s'assoit. Et il a le regard confus, il regarde les murs, il ne sait pas où il est. Il est totalement confus. Et pourtant, il dort. Et pourtant, il dort, oui, il dort. Et après, il se recouche et il dort. C'est les éveils confusionnels. Ça, c'est les parasomnies du sommeil lent profond. Puis, il y a maintenant ce qu'on appelle le syndrome de recouvrement parasomniaque. C'est-à-dire, il fait le somnambulisme et puis il fait aussi le trouble du comportement sommeil paradoxal. Bref, on pourrait vous parler de ces maladies à l'infini. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que il y a des comportements totalement anormaux pendant le sommeil. Il y a une qui est très spectaculaire, qui on appelle le trouble du comportement sommeil paradoxal, où le malade lutte sur son lit. Il est dans un rêve violent et il lutte. Quand vous, la personne normale, vous faites un rêve violent, vous luttez dans le rêve. Absolument. Mais en pratique, vous êtes totalement immobile. Très calme, vous dormez. Vous dormez. Et c'est même là où vous dormez le plus calmement possible. Au moment où vous luttez le plus fortement possible. Vous êtes en atonie musculaire. Vous ne bougez pas. Bon. Mais lui, il perd cette atonie. Donc, quand il rêve qu'il lutte, il lutte effectivement. Il donne des coups de poing, il donne des coups de pied, il donne des coups de tête, il se lève le matin avec des contusions, des éraflures, des choses comme ça. Donc, c'est un trouble assez particulier, mais ça se fait en sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Voilà. Et tout ça, comment ça se soigne? Alors, les maladies du sommeil lent profond ont leur traitement. Okay. Alors que les maladies, les parasomnies du sommeil paradoxal ont également leur traitement. Ça ne se soigne pas de la même manière. Et chaque maladie il y a des particularités. Et puis maintenant, il y a d'autres parasomnies qui ne sont pas spécifiques à des stades de sommeil. On peut les retrouver à tous les stades de sommeil. Par exemple, les hallucinations. Les hallucinations ou le syndrome de la tête qui explose. C'est-à-dire qu'au moment où la personne s'endort, elle entend comme une explosion dans sa tête. On appelle ça le syndrome de la tête qui explose. C'est une parasomnie, mais qui n'a pas de stade. Ça peut arriver à tous les stades du sommeil. Alors comment on soigne? Il y a des médicaments. Voilà. L'apnée de sommeil. Alors les apnées de sommeil, c'est la personne qui dort et puis sa gorge se referme. À des intervalles réguliers, sa gorge se referme. Soit il ne peut plus prendre de l'air dans ses poumons de façon totale, ou alors il peut prendre, mais c'est diminué de 30% au moins.
C'est ça qu'on appelle les apnées sommeil. En général, ce sont des gens qui ronflent. Ok. Le premier signe, c'est le ronflement. Et on peut étager le ronflement à peu près 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui ronfle au niveau de la respiration. C'est-à-dire, il ronfle un peu comme il respire. Voilà le volume. Ça ne dérange pas le conjoint. Il y a un autre qui ronfle comme il parle. C'est supportable. Et puis, il y a celui qui ronfle plus haut. Comme un moteur. Oui, plus que la parole. Et celui qui ronfle maintenant, on peut même dans un quatrième stade où il ronfle, son conjoint ne peut pas supporter. On entend le ronflement dans les chambres adjacentes. Et là, c'est comme un radiateur. Il devient un réacteur. Un réacteur d'avion. Voilà, un réacteur d'avion. Il ronfle. Alors, il dérange tout le monde dans la maison. Et lorsque les ronflements sont donc déjà au-dessus de la parole, ils deviennent préoccupants. Donc, tout ronfleur n'est pas malade. Mais tout ronfleur dont le volume de ronflement est au-dessus du volume de la parole, qui commence à déranger le conjoint, ça devient préoccupant. Mais il y a d'autres signes. Le ronfleur qui fait des pauses respiratoires, il ronfle, après il s'arrête. Parfois la femme a l'impression qu'elle va mourir. On le secoue, et puis ça reprend. Ces pauses-là sont des mauvais signes, parce que ça montre qu'il fait vraiment des apnées pendant ces pauses-là. Parce que le ronflement, c'est quand l'air passe. Quand l'air ne passe pas, on ne ronfle pas. Voilà, donc. Et puis maintenant, autre signe, celui qui suffoque. Il dort, il ronfle et il suffoque. Il tousse. Il étouffe. Et puis un autre signe, c'est les réveils, les réactions de réveil. C'est-à-dire, il s'étouffe, après il a une réaction de réveil. Alors tous ces signes-là sont des signes avant-coureurs qui montrent qu'on va vers le ronflement pathologique. Et ça doit donc, c'est un ronflement qui doit être évalué en laboratoire. Parce qu'en laboratoire, on va mesurer tout ça, on va compter tout ça. Et on va savoir que, bon, celui-ci, il a déjà un ronflement pathologique, il faut le soigner. Et maintenant, je veux vous dire quand même, l'enfant ne doit pas ronfler. D'accord. Autant le ronflement... Quel que soit le cas. Quel que soit le cas. Si un enfant ronfle, il est malade. Le ronflement, c'est l'affaire des adultes. Et si ronfle, c'est forcément une maladie, une pathologie de sommeil, non? Oui. Les enfants qui ronflent. Les enfants qui ronflent. C'est une pathologie de sommeil. Et le mécanisme du ronflement de l'enfant est différent de celui de l'adulte. Ok? Il est différent. L'enfant, lui, ronfle parce que le contenant osseux, il y a une inadéquation entre le contenant osseux et le contenu mou. Le contenu, c'est la langue, les amygdales, les végétations adénoïdiennes. Alors, lorsque soit le contenu est petit, le contenant est petit, soit lorsque le contenu est grand, ça amène l'enfant à ronfler. Très souvent, ils ronflent parce qu'ils ont des grosses amygdales. Voilà. Donc, mais le ronflement chez l'enfant, c'est ce que je veux que la population retienne, est nécessairement pathologique. Maintenant, le ronflement chez l'adulte n'est pas nécessairement pathologique. Okay. Chez un adulte, un ronflement non pathologique, si je peux le dire comme ça, peut s'expliquer comment? C'est dû à quoi? Alors, le ronflement, c'est la vibration des parties molles du pharynx et du voile du palais. C'est-à-dire, le pharynx, c'est la gorge, quoi. Absolument. Quand ça vibre au passage de l'air. Et le voile du palais, c'est-à-dire la partie haute. Quand ça vibre, ces parties molles vibrent, c'est ça qui crée le ronflement. Qu'il faut distinguer, parce qu'il y a d'autres ronflements qui ne sont pas des ronflements classiques et qui sont nécessairement pathologiques. On appelle ça les catatrémies. Ça se différencie à quoi? Au son. Au son. Oui. Alors le stridor, par exemple, c'est un ronflement qui est aigu et qui n'est pas lié à la vibration du pharynx, mais du larynx. Et qui est nécessairement pathologique. Et puis lui, il a la spécificité qu'il peut passer le jour. C'est-à-dire qu'on peut avoir son stridor la nuit et à un moment donné, il évolue vers le jour. Commence à ronfler en quelque sorte le jour. Et puis le catatrémie. Alors le stridor, c'est quand on inspire que ça ronfle et le catatrémie quand on expire. Et quand vous recevez les patients, ils réussissent à bien faire cette distinction de son Alors il faut toujours écouter le conjoint. En médecine du sommeil, en médecine du sommeil... En fait, le conjoint, le facteur, je veux dire, à la limite, c'est le conjoint qu'on consulte. Voilà. Pourtant, c'est l'autre qui est malade. Voilà. Le conjoint, on ne fait pas la bonne médecine du sommeil sans conjoint. Le conjoint a beaucoup à dire, puisque c'est dans le sommeil. Donc la personne ne sait pas toujours ce qui se passe. C'est pas toujours, c'est le conjoint qui va lui dire, tu ronfles, tu fais des pauses, tu fais des réactions d'éveil, tu étouffes. Donc on peut croire que la médecine du sommeil est un double malheur pour ceux qui ne sont pas en couple.
Ah oui, oui, si vous vivez seul, on aura du mal à clarifier certaines choses. Mais on va quand même enregistrer. Bon, quand le malade vient au laboratoire, c'est nous qui devenons les conjoints. Alors, trouble moteur du sommeil, c'est une autre grande famille. Voilà, c'est une autre grande famille. Et là, c'est le malade qui dort et qui fait des mouvements stéréotypés de ses jambes. À toutes les 40 secondes, il bouge les jambes. Toutes les 40 secondes, il bouge les jambes. Le conjoint ne trouve plus de repos. Il bouge les jambes de manière régulière, stéréotypée. Voilà, c'est un trouble moteur. On appelle ça le mouvement des jambes, on appelle ça le mouvement périodique des jambes. Et ça, c'est toute la nuit? Toute la nuit. Il bouge les jambes, il bouge les jambes, il bouge les jambes. Alors ça fait en sorte qu'il fait des micro-éveils. Et le matin, il a l'impression qu'il n'a pas suffisamment dormi. Parce que le fait de bouger les jambes, ça lui crée des micro-éveils. Les micro-éveils, c'est des éveils dont le malade, le dormeur ne se rend pas compte. Ils durent de 3 secondes à 15 secondes. On ne s'en rend pas compte du tout. Mais lorsque vous bougez comme ça tout le temps, vous créez ces micro-éveils. Et lorsque vous en avez plus de 20 par heure, ça se traduit par un sommeil non réparateur. Donc au laboratoire, on va donc objectiver ces mouvements de jambes par des capteurs qu'on met au niveau des jambes et on va les compter. Il devient pathologique lorsqu'il y en a plus de 15. S'il y a plus de 15 mouvements de jambes par heure, ils deviennent pathologiques. Et il y a une maladie qui donne ça, c'est le syndrome des jambes sans repos. Vous savez, des gens qui ont, pendant la journée, l'impression qu'il y a des fourmis dans les jambes. Ça fourmille. Ils ont des sentiments désagréables dans les jambes. Tels qu'ils sont obligés de bouger les jambes sans arrêt pour trouver un peu de soulagement. S'ils sont calmes, ça fourmille, il a des sensations désagréables. Il faut absolument qu'ils bougent les jambes pour trouver du repos. Et ces gens-là vont donc, pour la plupart d'entre eux, faire les mouvements périodiques des jambes, c'est-à-dire avoir ces jambes qui bougent sans arrêt. Et ils vont faire aussi des insomnies, parce que quand ils se couchent, il bouge les jambes tout le temps et il a du mal à trouver de sommeil. Et même s'il en trouve, s'il se réveille la nuit, il a du mal à se rendormir. Donc il va faire aussi une insomnie de maintien. Okay? Voilà, ça c'est toute une autre famille de maladies. C'est là-dedans aussi qu'on voit par exemple des rythmies. Vous avez cet enfant qui bouge, qui cogne la tête toute la nuit. Ça impressionne beaucoup les parents. On appelle ça des rythmies. Ou alors il roule la tête. Il roule la tête sans arrêt. Ou roule le corps sans arrêt. Ce sont des pathologies particulières qu'on appelle les troubles moteurs. Et on classe aussi dans ces troubles celui qui parle. On classe aussi dans ces troubles-là les troubles moteurs. Même la catatrémie, les stridors, tout ça, on met ça dans les troubles moteurs. Okay. Et tout ça, c'est par des comprimés, ah oui, tout à fait. Alors, si quelqu'un fait les mouvements périodiques des jambes ou des syndromes de jambes sans repos, on soigne avec des médicaments. Il y a des médicaments il y a déjà le fait, parce que très souvent, les gens qui ont des syndromes de jambes sans repos ont un déficit en fer. Et il suffit de leur donner du fer pour corriger ce déficit. Ça, ce sont les syndromes de jambes sans repos primaires, c'est-à-dire qu'il y a un déficit en fer, on peut soigner. Maintenant, il y a un syndrome secondaire, c'est-à-dire qu'il a du fer, il a tout ce qu'il faut, mais il fait cette maladie. En ce moment, on soigne avec des médicaments qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, qui sont de gestion très délicate, parce que les malades, lorsqu'ils prennent ça, ils se sentent bien, et ils ont tendance à augmenter les doses et à tomber dans ce qu'on nous appelle le syndrome d'augmentation. Et la maladie revient en force. Et il faut absolument changer de traitement. En fait, les anticorps s'adaptent. Voilà, la maladie commence à dépasser le médicament et le malade augmente les doses de lui-même et il franchit les doses normales et du coup, il développe donc les complications du traitement, qui sont des complications graves, parmi lesquelles, par exemple, le malade développe des besoins compulsifs. Par exemple, il peut acheter 30 paires de chaussures. Il développe des troubles comportementaux, des syndromes compulsifs et comme ça. Il a des besoins qui s'imposent à lui et qui sont totalement déraisonnables. Quand il a pris ce médicament de façon inconsidérée et que ça passe aux effets secondaires. Donc ça crée également des troubles de comportement. D'accord, il ne se contrôle plus. Il ne se contrôle plus. Ces médicaments-là, on dit que les fenêtres thérapeutiques sont très limitées. C'est-à-dire que la différence entre la dose efficace et la dose toxique,
sont proches. La différence est mince. Donc on passe facilement de la dose efficace à la dose toxique. Sont également des médicaments rares. Ici chez nous, oui. Okay. Ici chez nous, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut que les pharmaciens s'adaptent. Il faut que l'environnement s'adapte à la prise en charge de ces médicaments. Alors le trouble du rythme circadien. Alors le trouble du rythme circadien, c'est l'emplacement du sommeil dans le nictémère, c'est-à-dire dans les 24 heures. Normalement, le sommeil, c'est entre 23h et 6h du matin. Bon, maintenant, vous avez dans ce trouble-là, ce que nous appelons l'avance de phase. C'est-à-dire que le malade, en 19h, entre 18 et 21h, il dort déjà. Et il va se lever à 2h du matin, il a fini ses 6 heures ou 7 heures de sommeil. Vous voyez que c'est une maladie. Ah, ça, je dis qu'à la limite, on ne peut pas s'en rendre compte si on n'est pas systématiquement médecin. Voilà. Il dort très tôt, il se lève très tôt. Et ça s'impose à lui. Ça s'impose, il ne le choisit pas. À 19h, il est au lit, et à 2h du matin, il est debout. Alors, quand tout le monde dort, lui, il est éveillé. Quand tout le monde est éveillé, lui, il dort. Ça, c'est l'avance de phase. Maintenant, il y a le retard de phase. Le retard de phase, c'est que lui, il trouve le sommeil qu'entre 2h et 3h du matin. Et il va donc dormir, il veut dormir jusqu'à 10h. Or, la société des hommes est cadencée de telle manière qu'à 6h, il faut être debout, à 7h, il faut être à STV pour travailler. Il ne faut pas être en train de dormir. Donc, il va se lever alors qu'il a encore sommeil. Il va donc vivre en dette de sommeil. Et ça va créer des complications, ça va créer l'anxiété, ça va créer la dépression, ça va créer pas mal de choses parce que son rythme est totalement inadapté. Donc, ce qu'il faut faire pour celui qui dort avant, il faut faire reculer ce sommeil. Et on utilise la luminothérapie. Il faut faire reculer ce sommeil. Et celui qui a tendance à dormir tard, il faut rapprocher ce sommeil. Et ça aussi, on sait le faire avec des médicaments, avec la mélatonine, qui a un effet chronobiotique et chronobiologique, c'est-à-dire qu'il peut... C'est-à-dire que ces médicaments calibrent le sommeil dans un temps précis. Oui, ça rapproche le sommeil. C'est le seul sommeil qui a tendance à commencer à 3 heures du matin. Le médicament vous impose de dormir à 23 heures. Oui, alors quand vous le prenez à 23 heures, et vous dormez. D'accord. Vous dormez autoritairement. Vous dormez, et puis à 6 heures, vous avez fini votre temps de sommeil. C'est plus facile de corriger celui qui dort tard que de corriger celui qui dort tôt. Parce que celui qui dort tôt, il faut pousser son sommeil pour qu'il dorme un peu plus tard. On utilise la lumière, des lumières précises, avec des propriétés précises. On utilise des lumières de 10 000 lux, et qui ont pour but de pousser le sommeil. Maintenant, il y a pire. Il y a celui qui fait ce que nous appelons le syndrome hypernictéméral. C'est-à-dire que lui, son sommeil se décale. Progressivement. Aujourd'hui, il dort à minuit, il se lève à 6 heures du matin. Pas de souci. Demain, il dort à minuit 30, il se lève à 6h30. Le lendemain, il dort à 1 heure, il se lève à 7 heures. Après, il dort à 2 heures, il se lève à je ne sais pas moi, 8 heures. Après, il se dort à 3 heures, il se lève à 9 heures. Après, il dort à 4 heures, il se lève à 10 heures. Après, il dort à 5 heures, il se lève. Et il continue à dériver comme ça indéfiniment. Ça aboutit nécessairement au suicide. Parce qu'à un moment donné, il est perdu complètement dans le temps. À un moment donné, son sommeil va commencer à midi pour finir à 18 heures. Et puis après, ça va commencer à 15 heures pour finir à 21 heures. Et puis, ça va tourner comme ça. Voilà. Et on appelle ça le syndrome hypernictéméral. Ouais. C'est l'une des maladies redoutables de la maladie des maladies du sommeil. Mais on sait aussi caler ce sommeil. On doit le caler entre 23 heures et 6 heures du matin. On le cale par des traitements appropriés. Alors, pour peut-être finir cette phase des grandes familles, peut-être on va parler d'autres maladies. On va parler du trouble du sommeil dans les maladies neurodégénératives et neuromusculaires. Oui. Alors, là-dedans, on peut parler, par exemple, des troubles du sommeil dans la maladie de Parkinson. Vous avez entendu parler de ça? Oui, absolument. La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative qui est faite de rigidité. Voilà, le type qui est rigide, qui tremble, qui est rigide. Un peu comme Mohamed Ali. Voilà, cette maladie de Parkinson, Mohamed Ali, oui, il tremble, après il a des rigidités, voilà. Et donc ces maladies-là développent des troubles du sommeil. Et le malade de Parkinson va développer toutes sortes de troubles du sommeil.
Les uns vont être des insomniaques, les autres vont être des hypersomniaques. Il va développer des parasomnies, en particulier le trouble de sommeil, le trouble du comportement sommeil paradoxal, le fameux trouble où il lutte. D'ailleurs, quand vous voyez un malade qui lutte sur son lit, qui fait cette forme de parasomnie, cela annonce la maladie de Parkinson. C'est un signe annonciateur que ce malade va probablement développer la maladie de Parkinson. Il peut avoir aussi des retards de phase de sommeil, il peut avoir des troubles moteurs, les MPJ, les mouvements périodiques des jambes. Bref, il développe toutes ces pathologies-là. Évidemment, ce n'est pas le même malade qui va développer toutes les pathologies. Chaque malade va développer ces pathologies. Maintenant, la maladie d'Alzheimer, lui, va développer une hypersomnie et des troubles respiratoires. Troubles respiratoires. Et vous savez aussi, les accidents vasculaires cérébraux développent aussi des troubles du sommeil, des troubles respiratoires. Et certains sont insomniaques, d'autres sont hypersomniaques. C'est tout un autre chapitre, on va pas... Et quelles en sont les causes? Elles sont variées. Oui, les causes, c'est la maladie neurodégénérative. C'est la dégénérescence du cerveau. C'est un cerveau qui dégénère. C'est ça qui crée ces troubles du sommeil. Cette dégénérescence, je veux dire, c'est avec l'âge, avec l'âge, oui. Donc, je veux dire l'évolution des cellules. Hein. Voilà. L'âge, vous savez, avec l'âge, le phénomène qui se passe, c'est qu'il y a un remaniement du cerveau. Okay. L'homme qui vieillit perd des neurones. Il perd des neurones. Il y a donc, et ça veut dire qu'elles sont systématiquement... Elles sont automatiques? Plus vous prenez de l'âge, plus ces maladies... Non. Si vous n'avez pas les maladies neurodégénératives, c'est pas... Bon, il y a des troubles du sommeil qui sont liés à l'âge. Par exemple, lorsqu'on sait que lorsqu'on vieillit, on a tendance à dormir tôt. On fait ce qu'on appelle... on devient une avance de phase, une avance physiologique, pas vraiment pathologique. L'homme qui vieillit a tendance à dormir tôt et à se lever tôt. Bon, sans que ça soit vraiment, c'est physiologique. Hein. Maintenant, l'homme qui vieillit a tendance aussi à avoir un sommeil léger. Son sommeil a tendance, c'est-à-dire la phase 3 et 4 et le sommeil paradoxal, qui sont des sommeils profonds, diminue. Diminution du sommeil de stade 3 et 4 et du sommeil paradoxal, et augmentation du sommeil léger. Donc son sommeil est léger, tellement que s'il fait le moindre bruit, il se réveille. Ça, ce sont des modifications physiologiques que l'on va retrouver chez la majorité, n'est-ce pas, des gens qui vieillissent. Mais ne vont pas développer forcément des troubles du sommeil graves, comme chez les malades qui font les maladies neurodégénératives, ou les Parkinson, ou les démences de Lévy, ou les MSA, etc. Non. Alors j'ai pu observer tout à l'heure, on l'a dit à l'entrée de l'émission, qu'en l'absence des médecins du sommeil, il y a d'autres spécialistes qui, jusqu'à présent, essayaient de s'occuper de ces pathologies-là. Oui, comment ça s'explique, les psychologues et tout le reste? Alors, vous savez, la nature a horreur du vide. Absolument. Je veux dire que chacun parce que dans la plupart des cas, j'y ai vu un besoin d'accompagnement psychologique. Oui. Je veux dire qu'indépendamment de la maladie en elle-même, ces spécialistes-là jouent un rôle. Beaucoup parlent aux patients, beaucoup l'encadrer. Oui. Donc, vous voulez dire que est-ce qu'il faut un accompagnement? Par un psychologue, par exemple. Par exemple. Voilà. La médecine du sommeil a besoin toujours d'un psychologue. D'accord. Bon, pourquoi? Par exemple, lorsque quelqu'un est insomniaque, il y a des insomniaques qui refusent les médicaments. Le psychologue va accompagner pour expliquer, pour amener à convaincre qu'il faut qu'il accepte le médicament. Il y a d'autres qui acceptent le médicament mais ne veulent plus s'en débarrasser. Ils deviennent additifs aux médicaments. Dépendants. Ils ont peur de quitter, d'abandonner son médicament. Parce que dès qu'il ne prend plus son médicament, il a un doute qui s'installe sur son sommeil. Et ce doute crée l'insomnie. Absolument. Quand la nuit arrive, est-ce que je vais dormir maintenant que je n'ai plus mon médicament? Est-ce que je vais dormir? Je vais pas dormir. Ça devient notre problème. On appelle ça l'anxiété de performance. Et donc, ça devient un problème. Et ce doute-là est très, très, très contre-productif. Voilà. Mais il faut donc que, quand quelqu'un prend le médicament, il faut que petit à petit, on passe au sommeil naturel. Qu'il abandonne le médicament et qu'il retrouve le sommeil naturel. Et ça demande un accompagnement
par un psychologue. Le médecin du sommeil n'a pas forcément la qualité qu'il faut pour accompagner ce malade et l'amener à obéir, n'est-ce pas, aux directives du médecin du sommeil. C'est pour ça que nous travaillons toujours avec des psychologues. Ne serait-ce que pour ces deux cas-là. Maintenant, vous savez, je vous ai aussi dit que quand vous avez des insomnies, vous devenez plus facilement des anxiétés. Absolument. Et là aussi, le psychologue peut accompagner, n'est-ce pas, ces malades-là. Alors, en termes de propositions, qu'a-t-on besoin dans notre pays en termes, du moins sur le plan de la loi, sur le plan législatif, dans le cadre de façon générale? Qu'est-ce qu'il faut pour davantage promouvoir cette médecine, encourager, encadrer les patients pour qu'ils bénéficient du meilleur traitement possible? Je pense que il faut... Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore lu la législation. Je pense qu'il faut avoir des entretiens avec les responsables ministères. Je ne les ai pas encore eus, hein. Mais je vais les avoir pour amener les responsables de notre pays à trouver le moyen d'importer plus facilement les psychostimulants, puisque c'est eux qui font vraiment souci. Parce que les sportifs utilisent ces psychostimulants pour se doper. Et donc, ces médicaments sont très contingentés. Et voilà, donc, il faut une législation nouvelle et qui permettent de faire importer ces médicaments-là. Je vais voir ça. Alors, à l'observation, depuis que vous exercez, vous avez le sentiment que les patients sont réactifs, et ils adhèrent. Ils adhèrent. Et ils suivent de façon relativement correcte le traitement? Oui, ils suivent. Ils suivent. Déjà, les médicaments ont été très très difficiles à trouver au début. J'ai dû me mettre en intelligence avec 4 ou 5 pharmaciens de la ville qui ont accepté de collaborer en leur donnant la liste des médicaments qui sont de première utilité en médecine du sommeil, et ils essayent donc de les faire venir, etc. Parce que les grossistes d'ici ne les ont pas. Ils ne les ont pas. Donc, les pharmaciens collaborent, les malades collaborent, ils prennent leur traitement et s'améliorent. Je crois que presque tous, hein, je n'ai pas encore eu un cas d'une insomnie qui n'est pas cédé. Tous ont retrouvé le sommeil. Il y en a qui dormaient 30 minutes, qui dorment maintenant 7 heures de temps. Donc ça marche. J'adhère. Ils diminuent les doses parce que ces médicaments, chaque malade a sa réaction par rapport à ces psychotropes-là. Il y a des malades qui ne supportent pas les doses. On leur donne les doses les plus effilées, mais ils ne les supportent pas. Eux-mêmes diminuent les doses. Par exemple, ce jour, cet après-midi, j'ai une malade qui m'a dit j'ai diminué les doses. Je lui ai dit c'est très bien. Mais elle continue de dormir en diminuant les doses. Elle est passée d'une dose à sa moitié, mais elle continue à dormir. Et c'est très bien. Et à l'évidence, il faudra diminuer encore les doses et progressivement pour que le sommeil naturel prenne le dessus. Et voilà, c'est droit. Voilà. Et vous dites que dans notre environnement, c'est vraiment divers profils. Oui. Je veux dire qu'il n'y a pas de prototype arrêté pour être un patient de ces pathologies-là. Mais tout le monde peut avoir les maladies du sommeil. Hein. Tout le monde. Il y a des traitements préventifs. Bon, oui, il y a une hygiène de sommeil. C'est ça que je pourrais appeler traitement préventif. Il faut connaître les règles de l'hygiène de sommeil. Il y a des règles simples. Ce que je rappelle toujours à mes malades, l'une des règles simples, c'est qu'on ne va pas au lit si on n'est pas somnolent. Il y a beaucoup qui vont au lit alors qu'ils ne sont pas somnolents. Un mari qui arrive du travail, dès qu'il mange, il va au lit. Bon. Il devient facilement un insomniaque d'initiation. Donc la règle, c'est qu'on va au lit que quand on est somnolent. Et dès qu'on se couche, on doit dormir dans les 30 minutes. Voilà. Une autre règle de l'hygiène de sommeil, c'est que si vous êtes donc endormi et que vous vous réveillez, ne restez pas couché. Il faut vous asseoir. Si vous êtes insomniaque, vous avez une mauvaise passe, vous ne trouvez pas de sommeil, et que vous restez couché, vous associez la position couchée à l'insomnie. Et le corps s'adapte. Et le corps va intégrer ça. Que quand vous êtes couché, vous êtes éveillé. Or, il faut que le corps intègre qu'une fois que vous êtes couché, c'est pour dormir.
Donc dès que vous perdez le sommeil, il faut plus rester couché. Il faut soit s'asseoir, soit quitter même la chambre, faire autre chose. Il ne faut pas rester couché. Voilà une règle très importante d'hygiène de sommeil. Il ne faut pas faire un sport 4 heures de temps avant le coucher. C'est bien de faire le sport. C'est très bien pour le sommeil et le sport. Hein? Parce que le sommeil, quand on fait le sport, le corps se refroidit plus pendant le sommeil. Donc le sportif dort mieux que le non-sportif. Parce que son corps se refroidit plus. Mais lorsque vous faites le sport à l'approche du sommeil, votre corps est encore chaud. Or, le corps encore chaud ne dort pas. La physiologie du sommeil veut que lorsque l'on dort, la température du corps baisse d'1 demi-degré. Okay? Donc, si on vous prend votre température, maintenant vous êtes à 37. Mais dès que vous allez dormir, à 3 heures du matin, si on la prend, vous êtes à 36,5. Votre corps s'est refroidi d'1 demi-degré. Et plus il se refroidit, plus vous dormez. Et quand il est au point le plus bas, qu'on appelle le creux thermique, c'est là que le sommeil est le plus profond. Okay? Et puis après, il se relève petit à petit pour vous préparer à la journée. Alors le sportif, lui, il va dormir, il va faire une dénivellation de 1 demi-degré, il va faire 1 degré. C'est-à-dire il va partir de 37 à 36. Donc il va dormir plus profondément. Mais si ici il fait le sport à l'approche du sommeil, son corps est très chaud au moment où il aspire à dormir. Donc il va développer des insomnies. Voilà notre règle. Parce que je vois les gens qui font le sport la nuit. À 20h. À 20h. On le trouvait dans la rue. 21h, et il faut faire le sport. Voilà. Il faut éviter de boire beaucoup aux dernières heures de la journée. À partir de 18h. Boire même de l'eau? Oui. Il faut boire le moins possible. Il faut boire avant 15h, 16h. Ce que vous avez à boire, buvez-le avant. Et à partir de 16-17h, surtout si on est insomniaque. Parce que mon problème, c'est quand on est insomniaque. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous dormez, nous sommes des amis. Mais à partir du moment où vous ne dormez plus, il faut faire maintenant très attention à ces détails-là. Donc à partir de 16h, vous ne buvez plus, ou très peu. Et vous avez donc le temps d'éliminer cette eau. Et à partir de 23h, vous dormez et vous avez éliminé toute l'eau. Et vous passez aussi faire pipi avant d'aller vous coucher. Ça permet donc d'éviter de se lever pour aller aux toilettes. Parce que l'insomniaque, quand il se relève pour aller aux toilettes, quand il revient, il a du mal à retrouver le sommeil. Et à combien plus forte raison s'il doit se lever 2, 3, 4 fois dans la nuit. Il détruit complètement le sommeil. Donc l'hygiène du sommeil veut qu'il faut boire le moins possible le soir. Pour boire dans la journée, boire très peu le soir, aller aux toilettes avant de gagner le lit, pour ne pas impacter, n'est-ce pas, pour ne pas détruire en quelque sorte ce sommeil fragile. Alors dans le traitement, est-on obligé de passer par des comprimés, ou alors n'y a-t-il pas par exemple cette méthode-là que vous suggérez à vos patients pour se remettre? Voilà, on peut soigner l'insomnie sans passer par le traitement, mais pas toutes les insomnies quand même. Hein. Nous avons ce qu'on appelle les TCC, le traitement cognitivo-comportemental. C'est-à-dire que c'est une éducation. On éduque le malade, on lui donne une hygiène de sommeil, et il y a une technique qu'on appelle la technique des restrictions de sommeil. C'est-à-dire qu'on va lui dire, on va lui imposer 5 heures de sommeil, on va lui dire, bon, vous ne dormez pas, vous n'allez pas au lit avant 2 heures du matin, pour vous réveiller à 6 heures, par exemple. Et même si le sommeil, il va attendre. Et à 2 heures du matin, donc, il s'endort, il se lève à 6 heures du matin. Et si on réussit à le faire dormir dans cet intervalle-là, on commence maintenant, au lieu de 2 heures, on lui dit, bon, vous allez aller au lit à 1h30 ou à 1h45. Et on mesure tout ça, et puis petit à petit, on va élargir, et il pourra donc retrouver un sommeil acceptable sans passer par les médicaments. C'est les techniques les traitements cognitivo-comportemental avec restriction de sommeil. Mais ça, c'est jouable si l'insomnie n'est pas trop sévère. Si vous avez quelqu'un qui dort 30 minutes par nuit, vous n'allez pas lui appliquer les techniques de restriction de sommeil. Ça ne peut pas résoudre son problème. Il faudra passer nécessairement par un traitement médicamenteux dans un premier temps, et puis ajouter à ça l'hygiène de sommeil
et puis petit à petit réduire les doses et le faire passer progressivement, si cela est possible, à un sommeil naturel. Mais l'objectif est d'arriver au sommeil naturel. Mais il ne faut pas y arriver plus tôt que le corps ne l'indique. Et il ne faut pas y arriver absolument. Il peut arriver chez certaines personnes que s'il ne prend pas ses médicaments, il ne dort pas, on s'en tient là. Il va prendre ses médicaments. Et autant on doit avoir une hygiène de sommeil, oui. On devrait également avoir évidemment une hygiène alimentaire. Ouais. De façon générale, une hygiène de vie. Une hygiène de vie. Il faut avoir une hygiène de vie. Il faut même gérer ses pensées par rapport au sommeil. À ce point-là. Oui, il faut... Et ça consiste en quoi? Comment oui. ça? C'est-à-dire que l'insomniaque développe un certain nombre de croyances et d'attitudes qui sont contre-productives, qui sont contraires. Et qui sont ancrées dans son subconscient. Qui sont ancrées dans son subconscient. Par exemple, lorsqu'il pense qu'il faut 8 heures de sommeil pour être normal, pour avoir une bonne santé, il se trompe. Vous comprenez? Absolument. Et il devient très insatisfait de son sommeil, même si ça ne devrait pas être le cas. Donc il faudra lui expliquer qu'un être humain n'a pas forcément besoin de 8 heures de sommeil. 6 peuvent suffire. Ça l'amène à être moins exigeant. Ok? Ça l'amène à être moins exigeant. Et à faire la paix un tout petit peu avec son insomnie. À mieux gérer son insomnie. Il y en a qui pensent que quand ils sont insomniaques, c'est parce qu'ils ont un dérèglement hormonal. Ça aggrave. Il faut leur expliquer que non, être insomniaque ne veut pas dire qu'on a un dérèglement hormonal ou qu'on a une autre maladie qui cause l'insomnie. L'insomnie est là pour son propre compte. Ce n'est pas forcément qu'il y a une maladie qui cause. Il y a donc comme ça beaucoup d'idées que nous appelons ça des croyances et des attitudes dysfonctionnelles. Il faut les relever. Les grands maîtres de la médecine du sommeil les ont relevées, ces croyances-là. Et chaque fois que je traite un insomniaque, je passe ces croyances-là en revue, je vois que celles qui sont les siennes, je les corrige pour qu'ils aient une pensée et une attitude différente vis-à-vis du sommeil et de l'insomnie. Ce qui les rassure, n'est-ce pas? Et puis il y a même des comportements. Par exemple, quelqu'un qui pense tout le temps à un événement douloureux de sa vie, la perte d'un être cher, vous comprenez? Quand il pense tout le temps à un événement douloureux ou à des personnes qu'elle n'aime pas, des conflits, pense tout le temps à ces conflits, à son stress professionnel et tout ça, ces gens-là peuvent facilement devenir des insomniaques. Alors pour finir, oui. Vous dites qu'il faut un minimum de 6 heures, oui. Un maximum de 11 heures de sommeil. Oui. Ce sont des périodes continues ou alors ça peut être séquencé? 2 heures de comment ça s'appelle, de sieste, 4 heures de sommeil. Oui. Comment ça se fait? Alors, 6 heures de sommeil de jour et de nuit. Si vous donnez 4 heures dans la nuit et que vous dormez 2 heures dans la journée, ça vous fait 6 heures. D'accord. Maintenant, est-ce que la vie de tous les jours vous permet de dormir 2 heures de temps dans la journée? Je n'en sais rien. Ok. Dans tous les cas, ce n'est pas une exigence continue. Voilà. Il faut avoir 6 heures de sommeil. Il faut avoir 6 heures. Mais le sommeil de nuit doit être continu. D'accord. Le sommeil de nuit doit être continu. Vous ne pouvez pas dormir de midi, de 23 heures à 1 heure du matin, et puis vous dormez encore de 4 heures à 6 heures du matin. Ce n'est pas continu, donc c'est problématique. On appelle ça une veille intrasommeil. Docteur Jephté Mbangelo, merci. Merci, ça a été un plaisir. Bonne nuit. Au revoir, merci. Je ne sais pas si je vous souhaite bon sommeil aussi. Vous dormez tranquillement? Oui, moi vous n'êtes pas influencé par toutes ces rencontres que vous faites? Je suis un petit dormeur. Vous n'avez pas de retour? Je suis un petit dormeur, je dors 6 heures. Moi je dors 5 heures. Oui, mais vous, je pense qu'il vous faut un peu d'hygiène pour que vous dormiez vos 6 heures. Je fais minuit, 5 heures du matin tous les jours. Ouais. En général. Sauf le mardi et le jeudi parce que je suis obligé de traîner. Ah, d'accord. Difficile pour moi de dormir après 5 heures du matin. Oui. J'espère que je ne viendrai pas en consultation, je ne suis pas malade. Non, si vous supportez bien, ça va. D'accord. Dans tous les cas, je demanderai à ma voisine de lit.
Merci, docteur. D'accord, merci Vraiment, beaucoup. merci. J'espère que les téléspectateurs en ont profité. Oui, j'espère. Et j'espère que vous vous battrez pour que peut-être qu'on encourage davantage au niveau du ministère des institutions que ces pathologies soient prises en compte et que les Camerounais en bénéficient pour en souffrir moins. Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Évidemment, pas régulière. Hein. Entretien avec. On parlait ce soir de la médecine du sommeil. On espère que certains d'entre vous ont trouvé un début de traitement et de soulagement s'ils en sont des patients. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.